Bonjour à tout le monde, bienvenue autrefois à la chaîne Youssef Limami. Cette fois-ci, je vais profiter pour expliquer la méthode forfaitaire. C'est justement pour préparer la vidéo sur les dalles pleines encastrées et qui portent dans une seule sens. Donc, euh, j'ai préféré expliquer la méthode indépendamment et après je vais l'appliquer sur la dalle encastrée qui porte donc une seule sens. Donc, je vais essayer de vous présenter les articles appliqués au niveau de BAEL. La méthode, c'est la méthode forfaitaire. Donc, cette méthode, normalement, les gens qui veulent comprendre mieux comment elle est traitée selon le BAEL. Donc, ils doivent accodir ils doivent voir l'article B6 de 206. Donc là, vous aurez toutes les conditions qui expliquent le domaine d'application de cette méthode. Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est le domaine d'application. C'est l'article que vous allez trouver au niveau de BAEL. Qu'est-ce qu'il dit de l'article? En plus de la condition définie en B12.1, donc ça veut dire qu'il y a un autre article qui va compléter cet article dans le cadre des constructions courantes. Donc, ça veut dire charge d'exploitation au plus égale. Donc, la première condition, c'est que l'article, elle est appliquée pour les dalles où les charges d'exploitation au plus, comme maximum, égale à 2 fois la charge permanente. C'est une condition très importante pour appliquer la méthode. Donc, cette méthode, avant de l'appliquer, je dois voir s'il complète les conditions. Donc, la première condition, c'est que la charge d'exploitation doit être comme maximum 2 fois la charge permanente. Sinon, il doit être inférieur à 5000 voilà, 5 kN par mètre. Ça, c'est la première condition. La deuxième, la méthode ne s'applique qu'à des éléments fléchis. C'est très important. Et ici, on explique pour les poutres ou dalles calculées en flexion dans un seul sens. Tu vois, c'est bon. Donc, ça veut dire première condition, G ou la Q inférieure à 2G. Et ici, que on l'applique pour des poutres continues ou pour les dalles calculées dans un seul sens. S'il vous plaît, si j'ai une dalle calculée dans deux sens, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je ne peux pas appliquer la méthode forfaitaire. Et en plus, les conditions que vous voyez ici. Bon, on va expliquer toutes les conditions, et chaque condition d'une manière simplifiée. Les moments d'inertie des sections transversales sont les mêmes dans les différents travées. Les portées successives sont dans un rapport compris entre 0,8 et 1,25. La fissuration ne compromet pas la tenue de béton armé ni celle de ses revêtements. Donc, je continue pour que vous pouvez comprendre bien les conditions. Donc, bon, dans le cas où l'une de ces trois conditions complémentaires n'est pas satisfaite, on peut appliquer la méthode de calcul de plancher à charge d'exploitation relativement élevée. Donc, ça veut dire si je trouve que ces conditions ne sont pas, l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, je peux aller pour appliquer une autre méthode qui est expliquée dans l'article B6 222 et les gens qui ont déjà travaillé avec la forfaitaire. Donc, si je ne peux pas utiliser le forfaitaire, je dois utiliser le cacotte. Et cacotte, elle est expliquée dans l'article B6 de 22. Donc, le principe. Donc, je vais aller directement à l'explication simple. Donc, euh, donc ici, c'est très important de l'article B de 1. Donc, c'est l'article que vous voyez ici. On dit qu'en plus de la condition, en plus de la condition définie en B2.1, on doit avoir les conditions suivantes. Quelle est la condition définie dans l'article B2.1? Donc, je mets ici l'article B2.1. Donc, dans les constructions courantes, les charges d'exploitation sont modérées. Donc, ça veut dire on doit travailler avec des charges modérées.
Qu'est-ce que ça veut dire quoi une charge modérée? Ça veut dire la charge Q, la charge d'exploitation inférieure à 2 fois la charge permanente ou inférieure à 5 kN. Il s'agit des valeurs de service ou d'utilisation, en principe des valeurs nominales entrant normales dans cette catégorie. Quelles sont les constructions qui vont satisfaire cette condition? Donc, les bâtiments à usage d'habitation, les bâtiments à usage de bureau, les constructions, en général, toutes les constructions vont vont respecter cette condition. Donc, je vais vers l'explication simple. Donc, premièrement, méthode favoritaire. Donc, les gens qui veulent voir l'article au niveau de BAEL, c'est B6 de 210. Je vous conseille de mettre l'article devant vous et suivre avec moi l'explication. Euh, Quel type de dalle? Les dalles encastrées. En plus de ça, qui portent dans une seule direction. Ça veut dire sans long X ou Y. Le normal dans le sens le plus petit. Donc c'est LX. Donc il porte dans le sens LX parce que LX pour nous c'est le sens c'est le sens le plus petit sur la dalle. Donc c'est très important de savoir que la méthode forfaitaire elle est expliquée dans l'article B62 210. Il est applicable sur les dalles encastrées qui portent dans une seule direction, LX. Domaine d'application. La méthode ne s'applique qu'à des éléments poutres, ou dalle poutre. S'il vous plaît, vous devez comprendre c'est quoi la différence entre dalle et dalle poutre. Le concept, ce n'est pas le même. Dalle, c'est une dalle qui porte dans deux directions. Dalle poutre, c'est une dalle qui porte dans une seule direction. Je répète, la différence entre dalle et dalle poutre. Dalle, c'est une dalle qui porte dans une seule direction. Dalle poutre, c'est une dalle qui porte dans une seule direction. Donc, je ne sais pas si j'ai évoqué. Donc, dalle, il porte dans deux directions. Dalle poutre, il porte dans une seule direction. Donc, je crée ici flexion dans une seule direction. Dans un seul sens. Pardon. Méthode de calcul, il est applicable au plancher à charge d'exploitation modérée. Ça veut dire quoi modéré? Là, vous avez l'explication. La charge d'exploitation inférieure à 2G. On peut même mettre la charge d'exploitation, le rapport entre Q et G inférieur à 2. C'est vrai? Ou la charge ne dépasse pas les 5 kN par mètre carré. Donc ça, c'est l'explication de ce que veut dire quoi une charge d'exploitation modérée. Sinon, donc si je ne peux pas satisfaire les conditions, je vais aller vers cacotte. C'est ce qu'on va expliquer dans le vidéo suivant. Les moments d'inertie des sections transversales sont les mêmes dans les différents travées en continuité. S'il vous plaît, pour satisfaire cette condition, tout simplement, on doit s'assurer que toutes les travées, ça veut dire tous les morceaux, les parties de la dalle ont l'épaisseur, la même épaisseur. L'épaisseur est la même dans les différents travées. C'est ça la seule condition. Pour satisfaire ça, si vous avez toutes les parties de la dalle, toutes les travées, la même épaisseur, c'est satisfait. Les portées successives sont dans un rapport compris entre 0,8 et 1,25. Je préfère expliquer ça avec l'exemple que je vais vous donner. La fissuration ne compromet pas la tenue des cloisons, ni celle des revêtements de sol. Donc, tout simplement, je dois ici, c'est pour des fissurations peu préjudiciables. Donc, je répète, la méthode forfaitaire, il est applicable sur des dalles qui portent dans une seule direction, des charges modérées, ça veut dire Q inférieur de G ou la Q inférieure à 5. L'épaisseur est la même dans les différents travées. Les fissurations peu préjudiciables. À part ça, donc une fois je calcule les moments, parce que le but
Le grand problème, qu'est-ce qu'il fait le méthode forfaitaire? Il va calculer les, euh, va nous donner les moments dans chaque travée et sur chaque appui. Donc, les moments doivent respecter les conditions que je suis en train d'expliquer ici. Donc, MT, ça veut dire c'est M de travée, MG c'est M gauche, MT c'est M droite. On va expliquer ça veut dire quoi ça. Donc, la formule a dit il doit être supérieur au maximum de 1,05 M0 ou 1 plus 0,3 alpha M0 avec alpha égale à la charge d'exploitation sur la somme de la charge permanente plus la charge d'exploitation. Donc, je continue. Donc, on va expliquer ça. Je préfère l'expliquer d'une manière plus simple sur un. Donc, exemple. Donc, je vous propose ici une dalle. Donc, ça sont les travées de la dalle. Vous avez le premier travé, je l'appelle T1. Donc, ça, c'est une explication, c'est un exemple pour que vous pouvez comprendre mieux la méthode forfaitaire. Donc, vous avez le travé T1. Donc, la longueur, c'est 4,5. T2, 4,2. T3, la longueur, c'est 4,2. Et T4, 4 mètres. Donc, ça veut dire que j'ai une dalle avec 4 travées. 1, 2, 3 et 4. Le normal, on appelle T1, le normal sont des travées de rive. T4, c'est un travé, c'est une travée de rive. T2 et T3 sont des travées intermédiaires. La charge d'exploitation que supporte la dalle, c'est 8 kN par mètre carré. Pardon, j'ai besoin de mètre carré ici. G, c'est 13 kN par mètre. Très bien. Ça, c'est la dalle, comme vous voyez. Donc, vous avez le premier travé, 4,5, 4,2, 4,2, 4. Et ici, vous avez 12. Donc, le normal, ça, c'est LX et ça, c'est LY. C'est vrai? LX, c'est la partie la plus petite. Donc, 4,5, c'est LX. Et ici, c'est LY. Je commence par la condition 0. Donc, la condition 0, je dois savoir si la dalle porte, s'il vous plaît, si la dalle, elle porte dans donc une seule direction ou non. Qu'est-ce que je fais? Je calcule la valeur alpha. Alpha, c'est LX sur LY. Moi, j'ai pris la valeur la plus grande. J'ai pris 4,5, mais on peut l'appliquer sur les 3 travées. Donc, je peux calculer 4,5 sur 12, je trouve 0,38. Si vous voyez inférieur à 0,4, ça veut dire entre 0 et 0,4, donc la dalle porte dans une seule direction. C'est bon, très bien. Je peux appliquer les mêmes conditions sur le deuxième travé, 4,2 sur 12. Soyez sûr que je vais trouver une valeur entre 0 et 0,4, c'est sûr. Ainsi de suite. Donc maintenant, j'ai assuré que la dalle porte dans une seule direction. Donc, maintenant, je prends, en plus de la condition définie P2 1, donc moi ce que je vais prendre, je prends une phrase de l'article, je vais l'appliquer. Donc, en plus de la condition B2 1, dans le cadre des constructions courantes, la charge d'exploitation est plus égale à 2 fois la charge permanente, ou 5 1000 newtons par mètre. Donc, comment j'applique ça? C'est ça. Ça, c'est la condition 1. G, déjà G égale à 13 kN par mètre carré, Q égale à 8 kN par mètre carré. Je calcule Q sur G, je dois trouver inférieur à 2. J'ai trouvé 0,615. Donc, je peux dire que la condition est OK. Donc, ce que je suis en train de faire avant d'appliquer la méthode forfaitaire, je dois savoir si la dalle complète les conditions
stipulé dans l'article. Sinon, je ne peux pas utiliser là. Je dois aller vers carotte. Les portées successives sont dans un rapport compris entre 0,8 et 1,25. Je n'ai pas expliqué avant ça, mais on va voir comment je fais ça. Je prends condition, je l'appelle condition 2. Donc, je mets L1 sur L2. Ça veut dire quoi? Les portées successives, donc c'est un portée, un autre portée. Les deux portées successives doivent être dans un rapport compris entre 0,8 et donc je mets, ça veut dire quoi? C'est 4,5 divisé par 4,2. Il doit donner des valeurs entre 0,8 et 1,25. J'ai trouvé 1,07, c'est bon. Mais je dois assurer cette condition dans toutes les travées. Je vais faire donc L2 sur L3. Donc 4,2 sur 4,2. Je trouve 1. Maintenant, je vais calculer 4,2 sur 4. C'est bon? Et je trouve 1,5. Donc, j'ai mis ça sur ça, ça sur ça, et ainsi de suite. Donc, si vous voyez, toutes les valeurs sont entre 0,8 et 1,25. OK. Donc, maintenant, je dois m'assurer que les moments d'inertie des sections transversales sont les mêmes dans les différents travées en continuité. Je répète, les moments d'inertie des sections transversales sont les mêmes dans les différents travées. Donc, ça veut dire le moment d'inertie dans ce travée et le moment d'inertie dans ce travée, ainsi de suite, sont égales. Je commence. Donc, ça sont les... c'est la dalle. Normalement, pour le calcul, je prends un morceau d'une poutre de 1 mètre et l'épaisseur, c'est E. Donc, condition 4. Bon, le moment d'inertie, c'est B, E à la puissance 3 sur 12 dans la section transversale. B égale à 1. Donc, si vous êtes sûr que E est la même dans toutes les travées, soyez sûr que le moment d'inertie est le même. Donc, la condition, elle est, donc, vous prenez cette section, B, c'est H, et E, donc, par exemple, 0,20. Vous trouvez, et vous allez trouver le même, et ça veut dire que vous trouvez que le moment d'inertie est le même dans les trois. Pardon, dans les 4 travées. Je continue. Maintenant, de plus, donc la troisième condition, de plus, la fissuration ne compromet pas la tenue de béton armé, ni celle de ses revêtements. Donc, cette condition, ça veut dire, ou cette phrase, fait référence que la fissuration est peu préjudiciable. Donc, dans ce cas, moi, je vais considérer que je travaille dans une fissuration peu préjudiciable pour accomplir la condition et OK. Donc, maintenant, j'ai déjà vérifié que la dalle que j'ai proposée dans l'exemple satisfait les conditions. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Bon, ce que je dois faire, je dois calculer le moment maximum dans le travée, 1, 2, 3 et 4, le moment appliqué, et je dois calculer le moment sur les appuis. Alors, pour faire ça, l'article, qu'est-ce qu'il conseille? Donc, la méthode consiste à évaluer les valeurs maximales des moments entravés et des moments sur appui à défraction. Fixer forfaitement de la valeur maximale de moments fléchis. Donc là, c'est ce que vous devez comprendre. De la valeur maximale de moments fléchissants M0 dans la travée de comparaison. C'est quoi la travée de comparaison? C'est-à-dire dans la travée indépendante de même portée libre que la travée considère. Donc ça veut dire quoi? Moi, je vais considérer, premièrement dans les calculs, que ces travées sont indépendantes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une continuité. Ça veut dire que comme j'ai un appui simple appui et un travée, pas plus. Et je vais calculer le moment M0. Je vais faire le même travail ici. Je vais travailler comme ça. Mais je vais considérer que le travée T2 est indépendant. Il est seul. Ça veut dire qu'il est isolé. Et ainsi de suite, T3 et T4. Et je vais calculer M01, M02, M03 et M04.
Et si vous avez, donc si j'ai par exemple, normalement, pour un travail isostatique, appui simple, appui double, M0 c'est PULX au carré sur 8. Donc PU c'est 1,35 G plus 1,5 Q fois LX au carré. Ça c'est dans le cas que le travail est indépendant. Donc par exemple, si je considère le premier travail indépendant, M01, je fais les calculs, c'est 1,35 fois 13 fois 1,5 fois 8 sur 8 fois 4,5 au carré, je trouve 30,4. Ça, c'est le moment de ce qu'on appelle ici, dans M0, c'est le moment M01 dans le travail de comparaison. Donc, ça veut dire que je considère le travail indépendant de reste. Et on peut dire comme si le reste n'existe pas. Après, je fais le même travail avec le travail 2. Je vais calculer le moment M02 en considérant comme les autres travaux n'existent pas. Mais elle est isolée. M03 et M04. Ça, ce sont les calculs que j'ai trouvés pour le moment ou pour la travail de comparaison indépendant. Mais la réalité, les travaux ne sont pas indépendants. Donc, je dois corriger ça. Donc, comment je corrige ça? C'est la méthode forfaitaire. Donc, moi, je vais mettre ici un résumé de ce que j'ai trouvé pour les travaux indépendants. Je dois accomplir les conditions que vous voyez ici. Donc, par exemple, ça, on a des APAC qui permettent de accomplir les conditions. Et ici, donc, vous pouvez comprendre, ça veut dire quoi? La valeur absolue de chaque moment sur appui. La valeur absolue de chaque moment sur appui intermédiaire doit être au moins égale 0,6 M0 pour une poutre à deux travées. Donc, dans le cas, si j'ai une poutre à deux travées, ici, je dois mettre 0,6 M0. Ça veut dire le M0 que je trouve ici, donc je le mets ici, mais je multiplie par un facteur 0,6. Pour les appuis voisins, des appuis de rive d'une poutre à plus de deux travées. Donc, par exemple, le cas ici. Donc, c'est une poutre au plus d'une poutre à plus de deux travées, donc trois travées. Donc là, les appuis je dois mettre 0,5 M0. Dans le cas que le poutre, donc dans le cas pour d'une poutre à plus de trois travées, donc ça veut dire plus de trois travées, ça veut dire 4, je mets sur les appuis intermédiaires 0,4. Et les poutres voisins, donc j'applique ça, 0,5 pour les appuis voisins des appuis de rive d'une poutre à plus de deux travées. Donc les appuis de rive 0,5 M0 et les intermédiaires 0,4. Donc c'est le même cas ici. Moi je vais appliquer. Donc moi j'ai 4 travées. 1, 2, 3, 4. Je vais appliquer cette configuration. Je viens ici et je commence le calcul. Donc j'ai la distribution des charges comme suit. J'ai déjà trouvé M01, M02, M03, M04. Donc, moi, je vais appliquer la troisième configuration. Très bien. Et je vais ici faire les calculs. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, le travail 1, considéré indépendant, je trouve ici M0 égale 30,4. Le travail 2, s'il est indépendant, ça veut dire que le T1 ou le T3 ou le T4 n'existe pas, je trouve 26,46. T3, pardon, au travail 3, je trouve 26,46. Et le travail 4, je trouve 24. Alors que la réalité, ces travaux ne sont pas indépendants. Donc, s'ils ne sont pas indépendants,
cette valeur doit être corrigée. Donc, je vais multiplier gamma 1 fois M01. Donc, je dois trouver gamma 1. Pour le premier, là, pour ce qu'on appelle les appuis de rive, je multiplie par 0 en fonction 0,15. Pour les appuis intermédiaires voisins à l'appui de rive, ici vous voyez 0,5 M0. Mais qu'est-ce que je vais prendre? 0,5 M01 ou 0,5 M02. Je prends le maximum des deux. Parce que je ne sais pas si je vais travailler avec ça ou avec ça. Ici, je me fais le même cas. Donc, c'est le maximum entre 0,4 M02 et 0,4 M03 parce que elle est intermédiaire. Et là, elle est voisin à l'appui de rive. Donc, je prends 0,5 M03 et 0,5 M04. Donc, maintenant, dans un premier pas, je vais calculer le moment sur les appuis. Et après, je vais calculer le moment dans les travées. Ça veut dire que je vais corriger le 30,4. Donc, 0,5 fois 30 parce que M01 il est égal à 30,4. Et ici, je remplace M01, M02 pour les valeurs que vous trouvez ici. Et je fais les calculs. Donc, je commence, comme j'ai dit, je commence par les appuis. Donc, une fois j'ai fait les calculs, je trouve. Donc, c'est facile. Donc, normalement, j'ai remplacé M01 par 30, M02 par 26,46. J'ai trouvé ici 15,9 et 13,23. Si je veux prendre la valeur maximum, c'est 13,23. Je fais le même cas dans l'appui 2. Donc, maximum de 0,4 M02, 0,4 M03. Je remplace M02 par 26,46. M03, elle est égale à 26,46. Je fais les calculs avec la calculatrice. Je trouve que le maximum, c'est 10,6, entre 10,6 et 10,6. Donc, je prends 10,6. Quatrième appui, c'est le maximum entre 0,5 M03 et 0,5 M04. Donc, je remplace M03 par 26,46 et M04 par 24. Et je dois choisir entre le maximum entre 13,23 et 12, donc c'est 13,23. Donc, comme vous voyez dans la partie finale, j'ai tous les moments sur les appuis, 4,56, 13,23, 10,6, ainsi de suite. Maintenant, je dois calculer ou la corriger le moment selon le travail. La valeur, c'est pas M01, c'est gamma 1 fois M01. Donc, je dois trouver gamma 1. Comment je cherche? Donc, je viens ici. Donc, j'ai déjà fait les calculs. Tout les calculs. Donc, comment je trouve M01? Pour trouver M01, j'utilise la bac suivante. Les gens que vous allez consulter le BAEL, vous allez trouver les abac. Donc, qu'est-ce que je dois pour trouver gamma, que vous voyez là, c'est le gamma de travée. Pour trouver gamma de travée, je dois calculer K. C'est QB, ça veut dire la charge d'exploitation sur G. Et une fois que je trouve K, je vais chercher la valeur de... Bon, avant de partir, donc s'il vous plaît, ça c'est, par exemple, pour le travée 1, ça c'est gamma, c'est la gauche, c'est l'appui gauche, et ça c'est l'appui droite. Pour le travée 2, vous avez, ça c'est la gauche, et ça c'est la droite. Donc, je vais commencer par travée 1. Donc, je calcule K. Bon, dans le travée 1, vous avez Q, c'est 8 sur 13, c'est 0,615. C'est bon? Donc, vous voyez I dans le travée. Donc, vous voyez dans le travée 1, gamma gauche, c'est 0,15. C'est ce que j'avais utilisé. C'est le coefficient que j'ai utilisé. 0,15. Gamma droite, donc je suis dans le travée 1, c'est 0,5. C'est le coefficient que j'ai utilisé dans les appuis. Je fais la somme
de gamma gauche plus gamma droite. Je trouve 0,65. Je vais vers le tableau. Donc ça, c'est 0,65. Je vais faire une ligne. Donc je retourne un peu. Je fais une ligne horizontale. Et je dois m'arrêter sur la valeur K. Alors la valeur K, c'est 615. Je trouve ici plus ou moins 615, c'est ici plus ou moins. Et je vais tracer une ligne verticale. Et si vous voyez ici, vous avez 0,3. Bon, moi, je crois que gamma T, c'est 0,78. Donc, plus à peu près. Donc, maintenant, quel est le moment appliqué sur le travers? C'est gamma 1 fois M01. Donc, je vais calculer gamma 1. Donc, gamma 1, donc c'est 0,78 fois M01. Donc, c'est 0,78 fois 30,4. Donc, ici, je n'ai pas une valeur de 30,4, j'ai une valeur de 23,7. Je vais appliquer cette méthode sur toutes les travées. Donc, je vais vers travée 2. C'est une travée intermédiaire. Donc, ça veut dire que je vais vers la bac intermédiaire. Donc, vous allez trouver ici travée intermédiaire. S'il vous plaît, vous faites attention. Je ne peux pas utiliser deux abacs. Le premier abac, c'est travée de rive. Là, vous allez trouver travée intermédiaire. Donc, je calcule, même cas, je vais calculer K. Le K, c'est la même, donc je ne crois pas. Donc, c'est 0,75 parce que la charge d'exploitation, c'est la même. Gamma 2. Donc, je viens ici, l'appui. Donc, ça, c'est le travers 2. Gamma gauche. Ça, c'est la gauche, ça, c'est la droite maintenant. C'est 0,5. Et gamma droite, c'est 0,4. C'est bon? Je fais la somme, je trouve 0,9. Maintenant, je vais vers la bac. Je prends 0,9 jusqu'à 0,615. Donc, si vous voyez, vous avez ici K égale 0,5 et c'est 0,7. Donc, 0,615, il doit être entre les deux. Après, une ligne verticale et je trouve ici une valeur. Donc, si vous voyez ici, c'est 0,6. Ça, c'est 0,65. Donc, ça, c'est 0,66 plus ou moins. Donc, c'est 0,66. Donc, je calcule MT2, ça veut dire le moment de travée 2, c'est 0,66 fois M02. Et je trouve 17,46. Maintenant, je vais vers le travers 3. C'est un travers intermédiaire. Donc, je vais maintenir à de la bac. Je vais travailler avec le même abac. Donc, je calcule K, c'est 8 sur 13, c'est 0,615. On ne va pas changer les 3 K. Maintenant, dans le travers 3, vous avez ici, voyez, venez ici, le coefficient que vous avez utilisé pour calculer le moment des appuis, c'est 0,4. Ici, c'est la gauche et ça, c'est la droite. Donc, 0,4. Ici, vous avez le coefficient que vous avez utilisé pour calculer le moment d'appui sur l'appui, c'est 0,5. Vous faites la somme des deux. Vous trouvez 0,9. Et vous venez ici, vous devez tracer. Donc, je trace, je viens jusqu'à 0,615. Et je fais les calculs, je trouve plus ou moins 0,66. Je calcule, les calculs, et je trouve que le moment dans le travers 3, c'est 17,46. Maintenant, je vais vers le travers 4, c'est un travers de rive. Donc, si vous voyez, j'ai changé la bac maintenant. Travers de rive. Le 4, c'est un travers de rive. Je viens ici, et je fais les mêmes calculs. Ici, si vous voyez, pour le travers 4, le coefficient ici, c'est 0,5. Ça, c'est la gauche. Et la droite, c'est 0,15. Je trouve 0,65. Si je viens ici, 0,65. Autre année, je trouve ici 0,78. Et j'ai fait les calculs, je trouve 18,5. Maintenant, si vous voyez, j'ai trouvé les valeurs de moment sur les appuis sont des valeurs négatives, s'il vous plaît. Ça, ce sont des valeurs négatives. Parce que sur les appuis, les valeurs sont négatives. Et donc, donc la conclusion.
L'appui 1, j'ai trouvé 4,65. L'appui 2, j'ai trouvé 15,2. Appui 3, 10,6. Appui 4, c'est 13,23. Appui 5, donc 3,6, ainsi de suite. Pardon, ici j'ai fait une faute. Je n'ai pas changé. Ça, c'est le travée 1, 2, 3 et 4. S'il vous plaît, 1, 2, 3 et 4. Je demande, s'il vous plaît, vous pouvez corriger ici. Ça, c'est le travée 1, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3, ça, c'est le 4. Vous avez toutes les valeurs ici. Donc, ça, c'est la conclusion, c'est la fin du calcul. J'ai trouvé ici 4, pardon, 55, 56, c'est pas ça, donc une autre faute. Il est négatif, si vous voyez. Appui 2, 15,2. Appui 3, c'est 10,6. Appui 4, c'est 13,23 et 3,6. Sur le travée, au milieu de travée, vous allez trouver 23,7 le travée 1, 17,46 travée 2, 17,46 travée 3 et 18,72 travée 4. Ce que vous devez comprendre ici, que premièrement, le moment que vous avez ici, c'est un moment positif. Donc, c'est le sens anti-horaire. Et normalement, vous avez la compression au niveau de la flèche et la traction dans l'autre côté. Donc, vous vous rappelez, la compression, c'est la flèche. Et c'est compression. Et comme vous savez, l'armature doit être positionnée dans la zone tractionnée. Ça veut dire ici, au milieu de travée, je dois mettre l'armature dans la partie tractionnée, ça veut dire dans la zone inférieure. Même cas ici. Donc vous avez ici compression, ici traction. Donc je mets, donc l'armature la plus importante, c'est l'armature inférieure. Si vous allez vers le deuxième appui, c'est le même cas. Mais si vous allez vers les appuis, vous voyez que c'est le contraire. Ici, on a un moment négatif. Donc ça veut dire, c'est le contraire, c'est le sens horaire. Et vous avez la compression au niveau de la flèche et la traction ici dans la partie supérieure. Ça veut dire quoi? Au milieu des travées, l'armature la plus importante, c'est l'inférieure. Et au niveau des appuis, l'armature la plus importante, c'est l'armature supérieure. C'est ce qu'on appelle les chapeaux. Je vais expliquer mieux ici. Je prends ça, c'est le premier travée. Deuxième, troisième et quatrième. Je vais considérer le bleu, c'est le poutre. Donc, je vais commencer par armer le milieu de travée. Donc, j'ai besoin du milieu de travée. Je vois au milieu de travée, la partie intermédiaire de travée, j'ai besoin d'une armature. Donc, la partie tractionnée, elle est inférieure. Donc, je dois mettre l'armature dans la partie inférieure. C'est ce que j'ai fait ici. Le même cas, ici, je mets l'armature dans la partie inférieure. Ici, le même cas, parce que j'ai la traction dans la zone inférieure, ainsi de suite. Maintenant, pour l'armature des appuis, c'est le contraire. J'ai la traction, donc la zone des appuis, j'ai la traction dans la partie supérieure. Ici, comme vous voyez, dans la partie supérieure. Donc, je dois mettre des chapeaux. Donc, ça veut dire quoi les chapeaux? Ça veut dire parce que c'est la partie tractionnée dans les appuis, il est supérieur. Et c'est la face supérieure. Donc, si vous voyez, je mets les chapeaux. Donc, c'est pour cela, donc vous voulez comprendre plus ou moins, ça c'est le départ de l'explication de la disposition des armatures. Donc, j'espère que vous avez bien compris la méthode. Donc, à bientôt et on se verra. Il y a une prochaine vidéo, il y a une formation. Ça sera une explication de la méthode de Kakot. Donc, merci et à bientôt.